Top 5 crypto pour 2024, résultat de l'inflation cet après-midi aux États-Unis. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres puisqu'on va avoir beaucoup de choses à dire ce matin. Alors du côté du marché crypto, même si ça s'excite un petit peu au moment où je vous parle, globalement on est sur une semaine très calme, donc vous allez voir que ça va être relativement rapide. Par contre, du côté des marchés financiers traditionnels, il y a beaucoup plus d'activité, notamment ce matin avec une session de Londres absolument extraordinaire. Donc, point macroéconomique, on va faire aussi un petit point microéconomique sur lequel on va avoir pas mal de petites choses à dire. Et puis, on se tournera aussi sur les potentiels résultats de l'inflation cet après-midi, comme je vous le disais, aux États-Unis. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti. On va donc commencer dans un premier temps par un petit point sur le marché crypto. Globalement, vous allez le voir, ça va être relativement simple et relativement rapide. Globalement, on a un marché dans le vert, avec toujours un Ethereum qui sous-performe un petit peu BTC. Ça, je vous l'ai expliqué notamment dans la vidéo d'hier matin. Je vous ai expliqué pourquoi, comment, qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais globalement, on a un marché qui est quand même plutôt pas mal, même si c'est un petit peu plus hétérogène du côté des altcoins. Alors, comme je vous ai expliqué, moi, mon scénario, c'est potentiellement de venir chercher un spike vers les 41 000 $ sur BTC avec une clôture sous les 40 200 pour aller chercher une correction plus importante derrière. Je vous ai expliqué mon scénario et mon approche en détail hier matin. Là, on voit que ce matin, effectivement, ça semble se réveiller un petit peu. On tente de passer au-dessus des 40 200 $. Bon, ça ne sera pas la première fois de la semaine. En tout cas, pour le moment, on est toujours et encore rejeté sur ces niveaux-là. Alors, actuellement, ce qui est intéressant de noter, c'est le fait qu'on a un Open Interest qui monte encore et encore depuis plusieurs jours. Donc, ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de positions qui sont ouvertes en contrat dérivé, donc sur le BTC, alors qu'on a un prix qui, lui, continue de range, qui continue de se stabiliser. Du côté des funding rates, bon, c'est pareil, ça oscille un petit peu, mais globalement, on reste sur une certaine continuité. Par contre, du côté des spots, alors là, on achète. On a vraiment des volumes acheteurs très importants depuis le début de la semaine. Du côté des spots, vous le voyez avec un delta largement positif du côté des CVD ce matin. Du côté de l'order book, naturellement, étant donné qu'on est sur une phase de latéralisation, une phase de range, on a énormément d'ordres qui s'accumulent de part et d'autre justement de cette phase de range, avec notamment cette zone des 41 000 $, je vous le disais il y a un instant, qui m'intéresse particulièrement pour être swept et ensuite se diriger vers les grosses zones d'ordre qui se situent entre 38 500 et 35 000 $. Ok, donc le scénario sur Bitcoin est le même, le scénario sur Ethereum est le même, et globalement du côté des alts, pas de gros changements pour le moment. Encore une fois, on est dans la continuité des jours précédents, même si effectivement, il y a certains tokens que je surveille particulièrement. On pense notamment à Aleph, dont je vous parlais hier matin, qui a invalidé du coup sa structure baissière. Je vous avais dit qu'on avait MSS Boss qui pouvait nous permettre de revenir chercher entre 1,10$ et 1,30$. Et bien là, avec la cassure de ce matin, on repasse dans une structure haussière, ce qui pourrait nous permettre assez rapidement de revenir chercher des targets en direction des 2,60$, voire même plus haut. Donc c'est pas grave, de toute façon c'est un token sur lequel on s'est déjà positionné. Rappelez-vous, on était rentré au mois de décembre sous les 1$, donc là on est quasiment sur, on est sur du x2 minimum, sachant que certains d'entre vous étaient rentrés un petit peu avant. Mais voilà, c'est à l'image de pas mal d'altcoins qui de manière un petit peu hétérogène, de manière un petit peu indépendante du reste du marché, arrivent à réaliser de belles performances. Alors pour ce qui est du top 5 crypto pour 2024, je vous le partagerai en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir bien justement les 5 cryptos qui me paraissent les plus intéressantes pour cette année 2024, évidemment. Ok, donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Encore une fois, je fais assez vite, j'insiste pas plus parce que je vous ai déjà tout détaillé dans le serveur Discord et dans les vidéos que je vous ai publiées au cours de la semaine, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, on a atteint les 5000 abonnés cette semaine sur notre chaîne YouTube, donc merci à vous, merci de nous suivre et merci du soutien. J'en profite aussi, petit aparté, pour vous dire que notre site internet est désormais en ligne. Donc si ça vous intéresse, www.blockchaincapital.fr. Je vous invite à aller voir ça, vous avez le lien en bio et en description.
Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Et pour cela, on va commencer par un point macro-micro. Alors macro, du côté américain, donc nous avons eu les résultats de la croissance hier après-midi sur le quatrième trimestre. Donc croissance mieux que prévu, alors que les estimations tablaient sur une baisse du PIB à 2%. On a un résultat qui s'est situé donc à 3,3%. Alors on baisse quand même par rapport au résultat précédent, qui était à 4,9, mais on maintient des niveaux de croissance relativement intéressants aux États-Unis, sans pour autant prendre de risques du côté de l'inflation. D'accord? Donc on a un résultat qui est relativement équilibré, qui est relativement raisonnable et qui permet un entre-deux relativement intéressant à la fois pour le marché et à la fois pour les banques centrales. Ok. Bon, globalement, ça n'a pas eu un impact extraordinaire sur les marchés. Il y a eu un petit peu de volatilité, mais ça s'est assez vite résorbé et calmé. Là où ça a été intéressant, c'est plutôt d'un point de vue microéconomique. On a eu notamment les résultats de Netflix, mais aussi de Tesla cette semaine. Et c'est sur Tesla que j'aimerais appuyer un petit peu ce matin, puisque Tesla a annoncé une baisse de croissance lors des prochains trimestres, et l'action s'est fait punir vraiment immédiatement. Alors c'est assez étonnant parce qu'on a certaines classes d'actifs, certains marchés qui sont beaucoup plus entre guillemets laxistes, et on a d'autres classes d'actifs qui sont très punitives, c'est-à-dire qu'au moindre petit doute, on a tout de suite une action qui dévisse. Là ça a été le cas pour Tesla qui perd moins 12%. Alors pourquoi je vous en parle aussi? Parce que Tesla, Netflix, ce sont tout de même de grosses pondérations des indices américains. Pour le moment, ça ne les a pas impactés plus que ça. On verra cet après-midi lors de la session de New York si davantage de volatilité il y a. Sachant qu'aujourd'hui, on aura aussi d'autres résultats d'entreprise, à savoir IBM et American Express notamment. Maintenant, au-delà de ça, il faut dire quand même, et il faut noter tout de même, que le marché semble beaucoup plus obnubilé par les décisions des banques centrales que par les données, j'ai envie de vous dire, internes au marché. Ok ? Donc ça, c'était du côté américain. Cet après-midi, dans la continuité de ces résultats, on aura donc les chiffres de l'inflation, les chiffres PCE. Vous savez que c'est la plus grosse pondération de l'inflation, c'est le chiffre préféré de la Fed, et donc c'est celui qui a le plus de poids dans les décisions en termes de politique monétaire justement de la Banque centrale américaine. Selon les estimations, pour le moment, on devrait rester avec un chiffre PCE au-dessus des 3%, donc encore trop éloigné des objectifs de la Fed. Et d'ailleurs, on a pu voir sur le début de semaine, notamment via les chiffres PMI dans le secteur tertiaire, donc les PMI de services, eh bien qu'on avait du mal dans certains secteurs à voir l'inflation se détendre, ce qui pourrait très clairement, là encore, inciter la Fed à ne pas baisser ses taux d'intérêt directeurs avant plusieurs mois, avant plusieurs meetings lors du FOMC. Ok ? En parlant de meeting, on a eu justement celui de la Banque Centrale Européenne hier, donc qui a, elle, sans surprise, décidé de maintenir ses taux à 4,5% et surtout de rappeler qu'il n'était absolument pas question d'envisager une baisse des taux pour le moment. D'accord ? Christine Lagarde a de nouveau été assez ferme à ce sujet-là, tout en rappelant que tout de même la Banque Centrale prenait les datas au fur et à mesure comme elles venaient, et que les décisions étaient prises meeting après meeting et qu'il n'y avait pas forcément d'anticipation, mais plutôt des mesures en réaction à la situation actuelle. Donc ça, c'était intéressant. Maintenant, du côté européen, on a aussi eu des résultats microéconomiques, et notamment les résultats d'LVMH, donc qui permettent l'explosion du cours du CAC 40 ce matin, comme vous le voyez actuellement à l'écran. LVMH qui donc publie des résultats records en termes de chiffre d'affaires, et donc qui permet au CAC de s'envoler. Pourquoi ? Parce que LVMH, c'est l'une des plus grosses pondérations justement de l'indice français. Alors moi personnellement, donc vous le voyez, ma position est donc désormais dans le rouge, sachant que je m'étais repositionné, j'avais fait un renforcement de position dans la semaine. Malgré ces résultats, je pense que cela devrait s'estomper pour deux raisons principales. Déjà, effectivement, LVMH en tant que groupe a publié des bons résultats, mais si on regarde un petit peu dans le détail, on a certaines filiales, certaines actions au sein d'LVMH qui sont en difficulté. Je pense notamment au secteur des spiritueux avec Cointreau, avec Pernod Ricard, qui sont davantage en difficulté au vu des informations venant de la Chine. Et en plus de ça, on a des indices US qui sont un petit peu plus calmes, qui souffrent un petit peu plus sur cette deuxième partie de semaine. On le voit notamment avec le Nasdaq qui nous fait un superbe double rejet sur les 17 600. Et puis les anticipations de prise de bénéfices latents, de la part de Goldman Sachs notamment,
sur semaine prochaine avec le FOMC, qui pourrait entraîner une respiration des US. Et si respiration des US il y a, les Européens ne pourront pas continuer seuls, entre guillemets, ils ne pourront pas s'envoler sans l'appui des indices américains. Donc tout au mieux, il y aura une stabilisation, mais c'est tout. Pour continuer sur les Européens, donc le DAX lui aussi est reparti à la hausse. Et alors le FTSE nous fait la performance de la semaine. Pareil, j'avais fait un renforcement de position sur les 7540 points à la vente du coup sur le FTSE, bah j'aurais dû m'abstenir. Franchement, voilà, encore une fois, je continue. Personnellement, je fais face à des grosses difficultés sur les indices à nouveau sur ce début d'année. Alors même si globalement les premières semaines de janvier s'étaient bien passées, ça reste très très compliqué. On a des marchés qui sont vraiment particulièrement compliqués à lire selon moi. En tout cas, je suis pas au top en termes de performance sur la classe d'actifs indices américains et européens. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On continue de travailler, on continue d'être persévérant. Ce qui est très important dans ce genre de période, c'est de respecter son money management. C'est là où en fait, votre money management va vous permettre de survivre, de vous permettre de garder la tête hors de l'eau et de traverser ces périodes très compliquées où vos performances vont diminuer. C'est-à-dire que sans bon money management, vous allez vous faire éclater et vous allez potentiellement vous faire liquider de partout. Ça va être très très compliqué. En ayant un bon money management, vous allez réussir à traverser cette période, à supporter cette période. Alors évidemment avec des pertes, mais avec des pertes qui seront mesurées et qui ne vont pas vous mettre en danger. C'est surtout ça qui est très très important les amis. D'accord? Et puis bien évidemment, je le répète aussi, mes conseils ultra importants, on laisse courir les gains et on coupe rapidement les pertes. D'ailleurs, c'est une petite erreur que j'ai faite cette semaine sur le Nasdaq. J'ai pas suffisamment rapidement coupé mes pertes, j'ai laissé traîner un petit peu trop ma position. Ce qui fait que tout simplement, j'ai eu des pertes un petit peu plus importantes que ce que j'aurais dû avoir. Donc c'est bien, ça fait des bonnes piqûres de rappel, mais c'est important de respecter les grandes règles, les grandes lignes directrices en investissement et en trading. D'accord ? Donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu du côté des indices, du côté macro et microéconomique pour les indices. Globalement, sur la partie Forex, pas de changement, on est dans nos lignes directrices, on est dans les mêmes scénarios, même si pour certains d'entre eux, il n'y a pas forcément eu beaucoup de réactions. Je pense au GBP/USD, je pense à Euro-GBP. Alors Euro-GBP, on s'est fait sortir, du coup, pas du tout de réaction sur notre prix d'entrée. C'est dommage parce que c'était un trade qu'on attendait depuis un bon moment, mais ça fait partie du jeu. Euro-USD, donc toujours vendeur. On avait d'ailleurs fait un renforcement de position mercredi après-midi. Je vous avais partagé la position dans le serveur Discord. Voilà, toujours acheteur sur USD4, pas de changement de ce point de vue-là. On va terminer avec un petit point sur les matières premières, les commodities. On est quasiment arrivé au terme de notre trade sur le pétrole. En réalité, je peux vous inviter, si vous le souhaitez, à décaler votre take profit un petit peu plus haut, parce que je le vois bien, le pétrole continue de monter, à condition que vous ayez pris des profits partiels durant cette impulsion et que vous ayez remonté votre stop loss au minima ABE. Ok, vous pouvez, selon votre stratégie aussi, fonctionner avec un stop loss suiveur. Pour ce qui est de l'or, alors je suis toujours en observation, je suis toujours en attente, mais je table quand même plutôt sur une continuation baissière. J'attendrai vraiment une dernière petite leg vers les 2028 pour pouvoir me positionner en short. Je vous tiendrai au courant dans la journée, dans le serveur Discord, d'éventuelles prises de position, mais j'ai quand même plutôt tendance à être baissier sur l'or pour cette fin de semaine et pour la semaine prochaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que effectivement, on arrive à la fin de la semaine, donc on est vendredi. Vous le savez, c'est une journée où généralement on évite de se repositionner. On va être plutôt sur du management de position, sur la gestion active de position et voire même de l'allègement de taille de position sur le portefeuille plutôt que de se réexposer sur une fin de semaine. Je trouve ça un petit peu moins pertinent. À mon sens, encore une fois, chacun fait comme il veut et ça dépend de vos stratégies, les amis. Très très important. Petit point sur le VIX pour finir. Bon, ça remonte un petit peu ce matin, un petit peu plus de stress, mais globalement, on reste sur des niveaux très très bas. D'ailleurs, vous avez pu voir aussi le dollar et le taux à 10 ans qui sont quand même relativement calmes depuis quelques jours, même si on a eu un petit peu de volatilité en intraday. On reste à peu près sur les mêmes niveaux de prix, d'accord? Donc je pense qu'on a aussi des marchés qui sont un petit peu en attente du FOMC, qui aura lieu donc mercredi prochain. Alors vous allez me dire, Alex, pourquoi être en attente alors que tout le monde sait très bien que les taux ne vont pas changer? Effectivement, il y a une certitude sur le fait que les taux devraient se stabiliser à 5,5%, mais par contre le marché attend attentivement
eh bien, la prise de parole de Jérôme Powell, durant laquelle il pourra nous donner davantage d'informations sur la politique monétaire qui va être adoptée par la Fed durant l'année 2024. C'est surtout ça qui va être important et qui va être suivi et qui va potentiellement entraîner des réactions sur les marchés et de la volatilité. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Évidemment, les résultats de cet après-midi, on les suivra en live tous ensemble, comme d'habitude, à partir de 14h15. Et on va donc terminer avec 2 petits points. J'ai oublié de vous en parler en introduction. Le gouvernement américain qui va donc vendre des bitcoins pour une valeur totale de 130 millions de dollars, ce qui avait été confisqué à Silk Road, pour ceux qui se rappellent de l'affaire. Donc attention à ce genre d'informations, puisque une pression vendeuse assez importante venant des États-Unis pourrait accentuer la pression vendeuse qui a été mise en place par certains fonds d'investissement. Je pense notamment à Grayscale cette semaine qui a vendu énormément de bitcoin. Et on termine donc avec le sujet que vous attendiez tous, le top 5 crypto pour 2024. Alors les amis, au risque de vous décevoir, non, je ne vais pas vous donner exactement 5 cryptos parce que ça n'aurait pas tellement de sens. Je vais vous donner plutôt 5 narratives crypto à surveiller. Alors pourquoi je ne vous donne pas 5 cryptos? Parce qu'en fait c'est très compliqué d'en choisir 5 parmi toutes ces narratives intéressantes. D'accord? Et en plus de ça, je vous l'explique très souvent, mais selon votre profil d'investisseur, selon votre stratégie, selon vos objectifs, selon votre aversion au risque, vous n'allez pas du tout être intéressé par les mêmes investissements, par les mêmes actifs. D'accord? Alors évidemment, pour 2024, je mettrai en top 1 Bitcoin, top 2 Ethereum. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager pour moi les 5 narratives crypto les plus intéressantes. Et au sein de ces narratives-là, vous allez pouvoir retrouver certains tokens, certains projets, certaines cryptos qui effectivement ont du potentiel et vont être intéressantes. Alors la première, sans surprise, c'est la narrative Real World Asset, donc RWA. Vous en avez entendu déjà parler énormément de fois. C'est pour moi quelque chose qui va révolutionner une partie du monde et de nombreux secteurs économiques, sociaux, etc. D'accord ? Au sein de cette narrative, on retrouve effectivement beaucoup de projets très intéressants dont on vous a parlé dans le serveur Discord. D'ailleurs, si vous voulez savoir justement quels sont les meilleurs cryptos au sein de ces différentes narratives, venez dans le Discord, c'est là-bas qu'on vous les partage. Ensuite, la narrative gaming va pour moi être aussi une narrative très intéressante à suivre cette année et dans les années à venir. Alors attention, quand je dis gaming, c'est pas uniquement du play to earn. Non, ça va être tout ce qui va aussi englober les jeux en ligne, les casinos en ligne. On sait que c'est quelque chose qui prend énormément d'ampleur et donc forcément il va y avoir beaucoup de projets qui vont se créer, qui sont déjà créés d'ailleurs autour de cela et qui ont pour moi énormément de potentiel et qui peuvent être très intéressants. Petit aparté, je précise que tout ça n'est pas du conseil en investissement et je vous invite vraiment à faire vos propres recherches pour comprendre tout ça. Et évidemment, on peut vous aider aussi dans le Discord. La troisième narrative, et celle-ci je vous la développerai un petit peu plus dans une vidéo qui sortira prochainement, c'est la narrative d'Epine. Donc c'est des infrastructures Web3 qui sont qui vont fournir des infrastructures Web3. C'est pour moi une narrative qui est un petit peu méconnue et sous-évaluée pour le moment, mais qui a aussi énormément de potentiel parce qu'en fait, elle va permettre la mise en place de tout le reste. Ça va être un petit peu une narrative de l'ombre, j'ai envie de vous dire, mais elle va servir de base, de base en fait, si vous voulez, à énormément d'autres narratives, à énormément de projets. Et donc forcément, on va retrouver au sein de celle-ci beaucoup de projets de crypto qui vont être très intéressants. La quatrième, bon, sans surprise, je suis obligé de la mettre, c'est celle de l'intelligence artificielle. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet-là il y a 1 an déjà, une vidéo complète où je vous donnais justement les 5 cryptos que je jugeais les plus pertinentes au sein de la narrative intelligence artificielle. Alors, il faudrait que je la refasse un petit peu cette vidéo parce que c'est vrai que depuis, il y a certains projets qui pour moi ont confirmé leur place de leader au sein de cette narrative et d'autres qui se sont un petit peu cachés, qui ont un petit peu été relégués et dépassés potentiellement par d'autres projets. Alors, petit point disclaimer sur cette narrative, attention, et ça vaut un petit peu pour toutes les autres, mais particulièrement sur celle-ci, attention à tous les projets qui vont mettre dans leur nom IA, privacy, security, scalability, en fait des buzzwords, des mots-clés, et notamment IA, parce que c'est vendeur. Parce que c'est vendeur, parce que ça marche, parce que c'est marketing. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a IA dans le nom que le projet est forcément basé sur de l'IA.
Je pense notamment à 0x0, ok, qui se prétend être un projet IA, mais en fait ça ne sert à rien. C'est même pas un projet crypto, hein. Pour vous dire, 0x0 c'est clairement un projet Web 2, ils ont juste foutu justement IA, crypto, Web 3 en mots-clés pour justement leur partie marketing. Donc faites attention à ça, d'accord, que ça soit donc sur des projets IA, mais ça peut être le cas aussi sur d'autres choses, hein. Il y a beaucoup de projets qui mettent Web3, blockchain dans leur nom pour vendre, pour faire du marketing, parce que ça marche, mais cela ne veut pas forcément dire que ces projets sont réellement basés sur ces technologies-là. D'accord? Donc faites bien vos propres recherches parce qu'il y a beaucoup de projets autour de l'IA qui se créent en ce moment, mais il y en a vraiment qui sont pourris de chez pourris, donc faites très attention. Et puis la dernière, alors vous allez je pense pas forcément être d'accord avec moi, elle est clairement sous-cotée en ce moment et on en entend très peu parler, c'est celle du métaverse. Ça avait fait énormément de bruit, ça avait pris énormément d'ampleur lors du précédent bull run. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une narrative dont on entend beaucoup moins parler, hein, tout simplement parce que, justement, bear market, parce que le métaverse n'a pas réussi à s'inscrire réellement dans le quotidien des gens pour le moment, mais je pense que ça viendra. Alors, je ne sais pas si les projets Sandbox, Mana, donc Decentraland, tels qu'on les connaît actuellement, seront les leaders de demain. Peut-être qu'ils se feront dépasser par de nouveaux projets qui s'inspireront justement de ces bases-là, mais en améliorant certaines choses. Je ne sais pas. Toujours est-il que pour moi, c'est quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène et qui va faire à nouveau beaucoup de bruit parce que c'est quelque chose d'inévitable. Et comme on vous l'a expliqué avec Théo, il y a des cycles en fait d'adoption qui se mettent en place. D'ailleurs, on pourrait faire une comparaison métaverse aussi avec la technologie NFT qui a été énormément mise en avant lors du précédent bull run, mais d'un point de vue vachement spéculatif. Il n'en reste pas moins que la technologie derrière est ultra intéressante et donc qu'on aura un cycle d'adoption un petit peu plus profond dans les années à venir où le marché et les gens comprendront réellement l'intérêt et l'utilisation possible de ces différentes technologies, NFT, métaverse, etc. etc. Donc là aussi, dans le métaverse, il y a plein de projets qui vont être intéressants et que je vous invite à travailler et sur lesquels vous pouvez faire des recherches. Je vous invite aussi à me faire des propositions dans les commentaires. Là, je vous ai sélectionné 5 grosses narratives, mais bien évidemment, il y en a plein d'autres qui sont super intéressantes. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 5 à vous, d'accord, pour 2024. Sur ce, on va arriver au terme de cette vidéo, les amis. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.